Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics, avec toujours un tout petit peu de spoil. Pour ceux qui ne sont pas à jour dans un titre en particulier ou qui veulent juste mon avis sur un titre en particulier, comme d'hab, dans la barre YouTube, il y a le chapitrage, pareil en description. Et bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, comme d'hab, mettez un petit pouce bleu, partagez la vidéo, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On approche 3000 abonnés sur la chaîne, ça fait vraiment très plaisir. Et bah maintenant que c'est dit, on commence maintenant. On commence avec Kowloon Generic Romance. Alors pour ceux qui se souviennent du précédent, mes lectures, j'ai parlé de Après la pluie, donc le précédent manga de l'autrice, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est une femme, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Que j'avais lu le tome 1, j'avais surkiffé, je voulais découvrir sa précédente œuvre. J'ai lu les 10 tomes, j'ai vraiment surkiffé, je vous conseille vraiment de lire Après la pluie, voir au moins l'animé sur Prime, qui est vraiment de très bonne facture. Et donc c'est la suite. Et alors, j'étais un peu perdu sur le début du tome, parce que j'avais l'impression que l'auteur allait nous montrer la romance entre notre héroïne, dont j'ai oublié le nom, Kujirai, et Kudo, donc son assistant, collègue, sur plusieurs époques, parce que là, on nous montrait un truc qui a l'air un peu plus dramatique, où elle l'avait perdu, après on nous montrait leur première rencontre quand celui-ci arrive à l'agence, et après ça repart sur des bases normales, et il y a l'air vraiment d'avoir ce gros délire. Alors en fait, ce que je veux dire, c'est que non, on va pas voyager dans le temps, c'est un peu bizarre, et en fait, on revient à ce que je voulais dire maintenant, c'est l'histoire va vraiment dans la SF vraiment chelou, parce que Kujirai trouve une photo de elle, enfin de quelqu'un qui lui ressemble avec Kudo. Elle n'est jamais sortie avec lui. Donc elle se demande c'est qui ce double. Lui, il a l'air d'être vraiment sorti avec une copie d'elle. Est-ce qu'il vient d'une autre dimension? Est-ce qu'il vient du futur? On ne sait pas. Pourtant, il lâche un peu sur son âge. Je pense que c'est plutôt le voyage dans le temps. Et on a toujours cet objet dans le ciel qui est bizarre. Ils le regardent, ils en parlent. Et puis basta, on ne sait pas trop encore ce que c'est. Donc là, l'auteur, il dessine pas mal de mystères. Toujours un trait fabuleux, mais c'est vrai qu'il y a ce mystère et j'ai envie de savoir la suite, c'est trop bien. Lisez ça, lisez Après la pluie, moi en tout cas c'est un surkiff. On revient à ce que je disais dans le précédent mes lectures, le tome 11 de Moriarty. Et alors, pour ceux qui ont vu l'animé, vous savez absolument pas qui est ce personnage. C'est censé être Q, donc l'inventeur de génie du MI6, qui apparaît dans le tome 3-4, dans une enquête qui a été zappée dans l'animé, parce que et là on est dans un passage qui a été adapté dans l'animé, donc c'est l'apparition de la fiancée de Watson, donc dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, c'est pas Miss Moneypenny, c'est leur assist, c'est leur celle qui les protège, c'est Mary, et donc on arrive dans un nouvel arc qui fait tout le tome entier, qui retrace le signe des quatre, alors qui s'appelle cette fois le signe de Marie, parce que voilà, l'auteur aime bien un petit peu jouer. Et alors c'est un tome entièrement sur Sherlock Holmes, on a 4 chapitres, donc 200 pages, enfin un peu moins de 200 pages, sur Sherlock Holmes et Watson et Mary et tout leur univers à eux. Et j'aime bien, c'est que l'auteur s'en amuse avec des petits passages entre chaque chapitre où t'as les frères Moriarty qui disent « On n'a pas dans cette histoire ?» Non, non. Donc on fait quoi? On commente, on commente, la même chose que chaque chapitre. Et bon, j'espère que dans le prochain tome, on verra un peu plus William et toute sa clique, parce que je les aime beaucoup. Mais voilà, c'est vraiment une bonne enquête. Alors, même si, bon, la finalité avec le fait qu'on ait l'apparition en tant que méchant pour à la fois Moriarty et à la fois pour Sherlock, dont j'ai oublié son nom, c'est Milverton, qui est apparu aussi dans l'anime, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai hâte de voir la suite. En tout cas, ceux qui ont vu que l'animé, relisez le manga parce que vous avez, avec l'animé, vous avez perdu plein de choses. Et surtout que je crois que le manga arrive dans son arc final au Japon, donc on est à quelques tomes de la fin, allez à peut-être pas 5-6 parce que je crois qu'il y a au moins 15 tomes au Japon, mais on est vraiment dans les derniers tomes de la série. Awashi, tome 4, clairement, et là je dis bien clairement, comparativement à Blue Lock, alors il y a un tome d'écart, c'est vraiment en train de monter en puissance d'une manière totalement différente par rapport à Blue Lock, et mon cœur va de plus en plus vers Awashi plutôt que Blue Lock. Là, on a un entraînement entre donc, les nouvelles recrues, les petits nouveaux du U18, donc on va dire les 16 ans, les 15-16 ans du U18, qui s'affrontent dans 2 équipes. On a Ashito qui fait une belle action, et j'aime bien, on lui dit « Ouais, comment t'as fait ça ?» Je sais pas. Et là, on nous dit que c'est ça sa faiblesse, c'est qu'il est très bon,
mais il est individualiste. Et le problème, c'est que on lui fait une passe, il comprend pas ce qu'il doit faire, il arrive même pas à faire. Ils disent le b.a.-ba du foot, c'est le contrôle passe. Et donc il y a tout un passage où il s'entraîne pour faire ça, pour maîtriser les bases, comprendre que l'action collective, que t'as beau être très fort, si t'arrives pas à faire une passe à ton coéquipier et comprendre quand il te fait une passe, faut que tu passes à ton voisin, tu sers à rien. Et là, j'aime bien le passage où Shito il est totalement en mode merde, je suis vraiment qu'une brêle, vraiment cool. Alors il y a aussi le personnage qui était apparu dans le précédent tome, donc la Rakai, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, Keiji Togashi, le passage où il met un putain de bouée de canon et il dit putain à 500 mètres près je mettais un but, de l'autre bout du demi-terrain, assez fort, à voir ce qu'il va donner, et j'aime bien la synergie qui se crée dans ce petit groupe de nouveaux, donc avec Ashito, ses deux potes de la sélection, et donc le seul nouveau qui a été recruté sans passer les examens, parce que il connaissait l'entraîneur de son passé et que son petit côté voyou l'avait empêché de rentrer. Vraiment, Awashi, là, on est vraiment super top. J'ai hâte de lire la suite où Ashito, j'ai aussi adoré le passage où Ashito, on lui dit ouais, de toute façon, tes parents, ils vont payer. Et ça met un petit peu en air les histoires d'argent par rapport à sa mère qui a économisé pour lui. Et le passage où il va voir l'entraîneur et dit s'il vous plaît, apprenez-moi le foot. Tu sens qu'il met son orgueil de côté et ça, c'est vraiment cool. Voilà, donc un super kiff. Clairement, comme j'ai dit, ça me parle beaucoup plus en termes. Alors, des fois, les notions de foot, je suis un peu largué. Des fois, ils parlent de trucs techniques. J'ai fait waouh, là, je sens que je suis pas dans Captain Tsubasa où les mecs ils te parlent. Le truc le plus compliqué, c'est de faire le hors-jeu. Là, on est vraiment dans des trucs, le hors-jeu, c'est bateau pour eux, tu vois. Et je sens vraiment que l'auteur, il connaît son sujet, qui parle de choses vraiment très techniques. Et moi qui connais pas grand chose au foot, mis à part le nombre de 3 joueurs de l'équipe de France qui ont gagné la Coupe du Monde en 98 et en 2018, je suis totalement largué par rapport à des fois des notions qu'ils donnent qui ont l'air peut-être bateau pour d'autres, mais pour moi, je suis déjà un petit peu largué. Mais voilà, je suis vraiment dedans là où Blue Lock. J'aime bien le côté grand spectacle, mais c'est juste du grand spectacle. Voilà, c'est ce que j'avais à dire là-dessus, mais voilà, Awashi, du très très bon. Tokyo Revengers, tome 14, donc là c'était la transition entre deux arcs, donc on avait fini l'arc des Black Dragon, donc Takemichi revient dans le futur, enfin dans le présent pour lui, il découvre les conséquences, et c'est un truc que j'adore vraiment avec Tokyo Revengers, et à chaque fois, il dit bon, j'ai vaincu la menace, comment va devenir le futur? Et c'est de pire en pire, et là on est dans un futur où ils ont réussi à évincer, je sais plus son nom, excusez-moi, Kisaki, du Tokyo Manjikai, et on découvre un futur où Kisaki n'a pas eu la main mise sur Mikey, et c'est la kata. Mikey a pété un câble et a tué tout le monde. Et ça, c'était vraiment chaud quand il revient dans le futur et qu'il découvre qu'il va à l'enterrement de Mitsuya et qu'en fait il découvre que tout le monde est mort. Vraiment le gros choc. Donc il y a au moins 2-3 chapitres où il est sur le présent, où il est avec Mikey qui est un petit peu en mode émo, s'il te plaît, tue-moi, tue-moi, tue-moi. Il revient dans le passé, on va découvrir qu'est-ce qui a poussé Mikey. Alors ce qui est marrant, c'est que comme j'ai lu les scans, je sais certains trucs, et maintenant que je sais certains passages du futur, je comprends le Mikey du présent. On ne dit pas plus. J'ai bien aimé, on a eu 2-3 petits chapitres flashback, one shot, où on développe un peu les relations des personnages, notamment Draken et Mitsuya, on découvre leur passé commun, où ils s'appelaient les doubles dragons parce qu'ils ont chacun un tatouage de dragon sur la tempe. Il y a l'histoire sur Emma quand elle a rejoint la famille de Mikey parce que c'est la demi-sœur de Mikey, etc. Vraiment cool. Et nouvel arc, l'arc de Yokohama, le Tenjiku, donc le dernier gros arc en date, parce que là au Japon c'était l'avant-dernier arc, et là on arrive dans le dernier arc de la série, qui est le suivant, qui va durer quasiment une dizaine de tomes, parce que on est à 23 tomes au Japon, si je dis pas de bêtises. Il s'arrête au tome 20, je crois, l'arc, donc il fait 6-7 tomes, il est bien conséquent quand même l'arc, c'est un des plus gros de la série, vraiment du très très lourd qui arrive, surtout que j'aime bien Takemichi qui, de manière un petit peu indirecte, un petit peu méta, dit ouais, j'ai lu plein de mangas de Furio et je me rends compte qu'il faut aller à Yokohama pour être fort, un bon Furio, et les ennemis arrivent de Yokohama. C'est génial, j'ai trouvé ça vraiment cool, ce petit côté dérision par rapport au code du Furio, où forcément il faut que le mec vienne d'Hokkaido ou de Yokohama, parce que c'est des mecs de la province qui sont super forts. Voilà, Tokyo Revengers, toujours aussi bien, toujours aussi con, toujours aussi drôle. Moi je kiffe. Dr Stone, tome 17, alors on est sur l'épopée vers l'Amérique, avec il faut créer Corn City, Popcorn City ou Mice City, je sais plus trop exactement, pour créer de la bouffe, pour que, il y a toujours ce délire, faut aller sur la lune, et donc il faut créer plusieurs villes pour créer du bois, créer de l'acier, créer de la bouffe, et là d'abord on commence par la bouffe, donc il y a tout un petit trajet avec
2-3 petits affrontements, il y a un petit côté Jojoesque, il y a un chapitre où ils font du poker, et ça m'a fait vraiment penser à Jojo, où d'un côté t'as les tricheurs, et de l'autre t'as la force brute, où j'aime bien, où t'as, comment il s'appelle, Gen, Takekura, c'est ça, c'est Gen Asageli, qui triche pour faire gagner le capitaine, excusez-moi, j'ai encore oublié les noms, Ryusui, j'allais dire Draken, parce qu'il y a le Ryu, où il joue, et lui il triche, et de l'autre côté, t'as Senku et... j'ai encore oublié son nom, Kohaku, qui eux sont la force brute, c'est genre, elle prend les cartes, mais genre, elle les attrape en vitesse, et dit, elle a attrapé les cartes du dessus ou celles du milieu? On sait pas, elle va trop vite. Voilà, il y avait cette petite référence à Jojo qui m'a fait plaisir. Il y a le passage où ils créent de la bière, alors qu'ils sont censés être au collège-lycée. C'est un petit peu moyen ça, hein, inciter les gens à boire. Bon, même s'il y a des adultes aussi dans l'équipe, mais je sais plus si on voit Senku et les plus jeunes boire un peu de bière. J'ai un doute, je sais qu'ils font des cocktails sans alcool parce qu'ils n'ont pas de bière, et qu'après ils font fermenter du blé, etc. Ils expliquent comment créer de la bière. Et on arrive en Amérique, alors la traversée était assez courte ensuite, à part les 2-3 petites péripéties entre les personnages. Il y a le moment où ils s'entraînent entre eux, c'est vraiment cool. Et il y a une équipe, une dream team de gros guerriers bien costauds, voilà, Spartacus et compagnie qui arrivent, tout musculeux, tout veineux. Et donc ils arrivent aux États-Unis. Et nouvelle menace. Alors, j'aurais bien aimé que la menace n'arrive pas si tôt parce que finalement on vient juste de quitter l'arc de l'île du machin, là, l'île du trésor. Et il y a une nouvelle menace qui arrive, un scientifique qui a l'air hyper intelligent, tout aussi intelligent que Senku. Donc à voir ce que ça donnait. Et voilà, j'ai hâte de voir la suite. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, Dr. Stone, c'est toujours un plaisir à lire. My Hero Academia, tome 30, avec la variant cover voilà, du tome 30, deuxième variant cover. Donc j'ai les deux variantes cover pour l'instant de MHA en France. Génial. Alors déjà, le dessin, Juan Jiménez, que j'aime beaucoup. Il a fait notamment... j'ai un doute, c'est... Ah, c'est Super Sons, où c'est le fils de Batman et le fils de Superman qui s'allient pour combattre le crime, et c'est les deux extrêmes de leur père. C'est que Robin est encore plus extrême en termes de combattre les méchants que Batman, et alors c'est Superboy, est encore plus extrême en termes de gentillesse et de gentil scout que son père Superman. Et donc t'as les deux qui sont ensemble, c'est génial, il y a des petits moments très shonen, très mignon, notamment le fait que Robin est plus vieux que Superboy de 3 ans, et donc il le traite un peu comme un gamin, il dit ouais, de toute façon, t'écoutes que ta mère, toi t'es vraiment qu'un mioche. Il dit non, c'est pas vrai, je suis un gros garçon. Il fait bah vas-y, sors ce soir, on va aller faire la justice dehors comme des grands. Et ils y vont, ils font ouais, on va faire une cabane dans les bois. Sauf qu'en fait, c'est leur père qui font la cabane, et ils font une méga base souterraine, sous la mer, avec le budget $1 milliard de Bruce Wayne. Je trouve ça génial. Donc voilà, si vous avez l'occasion, il faut lire ces 3-4 tomes, et en plus c'est quasiment que dessiné par Stotter. Il a un super coup de crayon, je crois qu'il avait aussi fait un dessin il avait fait de façon son style Sengoku, de Dragon Ball. Bon, voilà, c'était vraiment cool. Donc Juan Jiménez, ça m'étonne pas, parce que c'est un mordu de comics, je sais que ses enfants adorent MHA, et donc je pense qu'il a surkiffé de pouvoir faire ça. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome, maintenant que j'ai fait ma petite ellipse sur la couverture? Génial. Clairement génial. La grande bataille entre les héros, l'alliance des méchants et le Front de Libération, génial. Là, tous les combats s'enchaînent. Le combat entre l'héritier de All for One et l'héritier de One for All, génial. Au moment où tu as les esprits, le maître de All Might et le premier qui parle à Izuku, génial. Au moment où il y a One for All qui dit ah, regarde, c'est ta grand-mère, c'est à cause de elle que tu as souffert. Et que voilà, tu as... Kirisaki, non, je sais plus son nom, le grand méchant, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Shigaraki Tomura, qui dit ah, c'est toi ma grand-mère, bah, va te faire foutre. C'est génial. Et le moment où t'as Crématoire qui révèle, alors tout le monde était au courant depuis 50 ans que c'était lui, que c'est le fils aîné de Endeavor, donc t'as tout l'histoire autour de lui, assez tragique. On m'a raconté un petit peu la suite, que c'est... Il y a encore d'autres choses qu'on n'a pas encore révélées, mais j'en dis pas plus, parce que je crois que je suis même pas sûr que ce soit vrai. En tout cas, là, le passage où il met son produit pour se laver les cheveux, et donc on découvre les cheveux blancs, et qu'on dit, merde, c'est le fils de Endeavor, génial, toute la haine qu'il a en lui, et tout le message qu'il colporte pour divulguer comment était son père. Bon, j'ai l'impression que tout le monde tombe des nues, alors que ça avait l'air d'être un petit peu... pour tout le monde normal, que Endeavor c'était quand même un gros connard, un gros cassos qui voulait faire 40 gamins et qui voulait qu'un qui soit dual pouvoir. C'est un peu bizarre. Mais voilà, j'ai hâte de... Parce que je crois qu'on m'a dit qu'on allait développer un peu plus la relation entre Crématoire et Endeavor par la suite. Il va y avoir un flashback là-dessus. Peut-être que je dis une connerie.
Mais voilà, en tout cas, My Hero Academia. Ah oui, j'ai pas dit la suite. Le moment où il y a le retour des oubliés. Il y a Best Genius qui arrive, qui avait perdu son pouvoir face à Endeavor, et le million aussi qui arrive, qui revient avec ses pouvoirs. Génial, ça c'est vraiment le moment où t'as... Je sais pas, tu te dis, oh, c'est la fin du monde dans l'arc de Marineford dans One Piece, et là t'as des personnages que t'avais oubliés depuis 40 ans qui reviennent. C'est pareil, c'est génial. C'est un peu l'arrivée de Shanks en fait dans One Piece. C'est génial. Et j'aime bien quand Bakugo dit ouais, j'ai trouvé un nouveau surnom. Et bien celui il fait vas-y, dis-moi. Je m'appelle God Great Super King Dynamite. Tout le monde fait mais t'as quel âge en fait? Et je pensais vraiment que Bakugo allait donner vraiment. Pour moi, ça aurait été plus logique que Bakugo donne un véritable nom. Parce que ça aurait vraiment montré que le personnage a grandi, évolué, et j'ai l'impression qu'il a juste stagné. Ça fait un petit peu... C'est un petit peu dommage, voilà. J'aurais bien aimé qu'il donne un vrai nom de super-héros, voilà, un nom simple, un nom court, et non, il donne encore ses noms à la con, avec Bomber Kid partout, le grand dieu Bomber Kid Dynamite, c'est n'importe quoi. Voilà, mais en tout cas, MHA, toujours aussi bien. On continue avec mon petit chouchou, mon petit coup de cœur, et clairement l'un de mes titres préférés de cette année, Les Carnets de l'Apothicaire, tome 5. Je le dis et je le redis, je pensais clairement pas acheter le tome 1 parce que je pensais que ça serait un titre qui me plairait pas. Quand j'ai vu, vous savez, l'année dernière, j'ai fait vos attentes pour l'année prochaine, il était assez haut. J'ai pris le tome 1 par curiosité et j'en démords pas. Pour moi, c'est un de mes titres préférés de cette année. C'est trop bien. Alors, dans le tome précédent, Mao Mao avait retrouvé Genshi. Donc l'intendant ultime, là machin, on sait pas trop encore c'est quoi son poste, et donc on découvre qu'il l'a recruté, donc il y a un petit peu de bruit en disant ouais il y a une prostituée qui est venue chez un grand fonctionnaire de l'Empire, on sait pas trop qui c'est, et donc c'est elle, personne ne sait encore voilà pourquoi. Il y a plein de petites histoires, plein de petites enquêtes, j'aime bien le moment où, c'est tout con mais il y a, je crois, alors je vais commencer dans l'ordre, j'aime bien le passage où on dit ouais faut que tu vas faire un petit cours d'éducation sexuelle aux trois maîtresses et la nouvelle qui vient d'apparaître, donc qui va sûrement être un petit peu plus intéressant dans les prochains tomes, parce que dans ce tome-là, on voit, à part qu'on nous dise qu'elle vient peut-être du Nord, on ne sait pas grand-chose sur elle, et j'aime bien quand Mao Mao explique et que tu vois les réactions des 4 maîtresses, donc t'as la numéro 1 comme mode oh c'est trop bien ça, ça cherche bien, t'as la numéro 2 on va dire, qui fait oh là là, non mais c'est un petit peu coquin tout ça, t'as la troisième qui est la plus jeune, elle fait oh putain, qui a encore sûrement rien fait, elle se dit wow attends c'est possible ça, oh là là, je vais tomber dans les pommes. Et à la fin, tu vois la mousse dans la bouche en disant, oh putain, c'est trop d'informations d'un coup. Et t'as la nouvelle qui. No, poker face, elles s'en bat les couilles pour l'instant. Et j'ai adoré ce chapitre où à la fin, elles ont toutes leurs petites réactions. T'as la numéro 1 qui fait, oh bon, on va pouvoir s'amuser ce soir. Hein. Je trouve ça génial. On sait pas ce qu'elle leur a raconté. Et je trouve ça bien qu'on nous montre rien du tout. Ils ont juste ouvert un livre. Coupure, transition, et on nous montre la suite, on nous montre la fin. Je trouve ça génial. Et même Genshi dit, putain, tu leur as appris quoi là? Je veux savoir. Mystère et boule de gomme. J'ai bien aimé l'enquête autour d'une explosion qui est due en fait à de la poussière de farine, etc. Et j'aime bien quand Momo dit, il y a un mec avec lui qui dit tu devrais peut-être t'écarter. Il fait non, je suis un grand soldat. Il a fait ok. Elle lance sa flamme et elle se casse parce qu'il s'est fait une putain d'explosion. Et j'adore la case où elle jette sa flamme et elle court le plus vite possible. C'est ce genre de petite case, ça me fait mourir de rire. J'ai bien aimé aussi le passage où t'as le bras droit de Genshi qui lui offre un manteau et Genshi en mode hyper joli, il fait c'était un cadeau de lui à la base. Voilà. En tout cas, les Carnets d'Apothicaire, mais c'est toujours un putain de kiff. Si vous n'avez pas encore lu, lisez, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est pas parce qu'il y a une couverture avec une fille, ça fait un peu girly, c'est trop bien, il y a des petites enquêtes, alors il y a beaucoup de... Il commence à y avoir quand même pas mal d'histoires d'amourettes, etc., de petits complots. J'aime bien aussi au tout début, c'est quand elle arrive et qu'il y a les femmes de ménage, les secrétaires, on sait pas trop c'est quoi leur rôle en fait, qui sont en mode, elles veulent faire leur racaille face à Mao Mao, et elles savent pas encore la vérité sur elle, ce qu'elle a fait à la cour intérieure, quand elle a martyrisé tout le monde. Ça va être drôle quand elles vont avoir la vérité, et déjà alors qu'on leur montre, ouais c'est ça pour ça qu'il me kiffe, et elle lui montre son bras qui est plein de cicatrices, et elle est en train de se faire des films, il y en a une qui a un visage un peu plus masculin, je pense qu'elle va devenir importante par la suite. Voilà, j'ai envie de savoir un peu plus. Mais en tout cas, les Carnets d'Apothicaire, c'est trop bien. Beastars, tome 18, on est vraiment à la toute fin, il reste 4-5 tomes, je crois, si je dis pas de bêtises. Beaucoup d'informations, alors je pense que ça va être... on commence à nous aiguiller vers l'arc final, avec la discussion entre Legoshi et Jack, et qui nous explique un petit peu les origines du monde tel qu'il est, où on nous explique qu'à une époque, il y avait deux clans, il y avait le clan de la vie, donc qui sont les carnivores, ceux qui dévorent la vie pour survivre, et le clan
végétale, donc les végétariens, et comment ils se sont devenus potes, qu'en fait ils auraient pu se faire la guerre et finalement les carnivores ont protégé les herbivores, qu'ils ont vécu en harmonie et que c'est pour ça que les carnivores ont régressé en termes de taille, c'est pour rester à l'échelle des herbivores et qu'on nous montre que les carnivores avant ils faisaient 3 mètres de haut, ils faisaient 200 kg et que maintenant ils font la même taille que les herbivores. On nous explique ça, on nous dit qu'il y a eu une grande guerre il y a quelques siècles entre Carni et Herbie et qu'une baleine est arrivée. On nous dit ouais mais tu racontes des conneries. Et transition, on voit Yaya, donc le précédent Beastars, qui discute avec une baleine. Et je pense que là, sur les 4-5 derniers tomes qui restent, on va avoir plein d'informations sur cette baleine, sur cette fameuse guerre. Là, c'est le grand mystère de Beastars. On vient aussi sur... Toujours, on est dans l'arc de Melon, donc il y a Melon qui... Vraiment incroyable, ce méchant sans foi ni loi. J'ai trouvé les passages sur lui géniaux. Le passage où il y a les 5 clans, les 3-4 clans, les 4 clans du marché noir qui s'affrontent et que il prend le pouvoir en tuant un de ses lions. Il dit ouais, maintenant ça sent le lion ici. Et il est couvert de sang, génial. Et que dire, il y a aussi à la fin le petit. Alors là, je sais qu'on m'avait dit qu'il commençait à avoir des bails un peu chelous avec Melon. Là, j'ai pas trop compris le délire où. T'as un lapin qui fait une sorte de rat, il y a un loup derrière lui, et que Legoshi, lui, il a une forme de lapin. Là, j'ai un peu perdu. Je sais pas ce que veut raconter l'auteur avec ça, et enfin l'autrice, à voir par la suite, mais je sais qu'on m'a dit que vers la fin, elle s'était un petit peu perdue, elle faisait un peu n'importe quoi. J'espère pas que on parle de ça, parce que si c'est ça, ouais, j'avoue que là, je comprends pas trop le délire. Gigante, tome 7, on est à 3 tomes de la fin, la série fait 10 tomes au Japon et est terminée ou est en phase de se terminer. Toujours sympa à lire, alors, clairement au bout de 7 tomes, je le dis et je le rappellerai jusqu'au bout, c'est bien, mais c'est quand même moins bien que son précédent titre, Last Hero Inuyashiki. Même si je comprends certaines thématiques par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à la vie privée, etc. Même si, bon, il se fait quand même plaisir avec Papiko et ses gros seins, etc. Même s'il m'a un peu perdu là avec l'histoire de Satan qui arrive, qui traverse les États-Unis, les mecs qui viennent du futur, on sait pas encore trop qu'est-ce qu'ils veulent raconter. Il y a des références un petit peu tokusatsu où elle fait ses rayons laser à la Ultraman, le passage où elle est enceinte. C'est sympa à lire, mais clairement c'est pas un surkiff. Je vais aller jusqu'au bout de la série parce que j'aime bien l'auteur. Pas forcément son trait parce qu'il dessine pas grand chose sur chaque tome. Hein. Les personnages et c'est tout, les décors c'est toujours des photos Photoshop. Mais voilà, je vais aller jusqu'au bout de cette histoire, voir qu'est-ce qu'il veut raconter. Et j'ai envie d'avoir la collection complète de ses œuvres parce que j'aime bien suivre un peu un auteur sur toute sa carrière ou ce que je peux de sa carrière. Mais voilà, Gigant, c'est bien, j'apprécie. Et comme je vais le répéter, je préfère quand même Last Hero Inuyashiki. À voir les 3 derniers tomes, mais même je pense quand même qu'il s'est un peu perdu et qu'il aurait peut-être dû s'arrêter un peu plus tôt. Et on finit cette vidéo avec une BD Corto Maltese Océan Noir, donc c'est partie de la petite collection que Casterman est en train de faire depuis quelques années, où il demande des auteurs de réinterpréter le personnage de Corto Maltese dans des histoires qu'ils veulent, donc c'est pour ça que c'est toujours marqué Hugo Pratt. Alors, il n'a rien écrit parce qu'il est mort depuis pas mal d'années maintenant, et donc c'est dessiné par Bastien Vives, Last Man, et plein de petites séries one-shot, enfin plein de petits romans graphiques, et co-écrit en termes de scénario par Mathien Kenehen, j'espère que je le prononce bien. Donc c'est une histoire de 165 pages de Corto Maltese. Alors, je vais déjà le dire tout de suite, si vous connaissez pas le personnage de Corto Maltese, n'ayez pas peur, c'est une histoire one-shot. Il y a des personnages, notamment un, je tairai le nom, qui apparaît dans plusieurs histoires, mais voilà, si vous le connaissez pas, vous dites juste que c'est un pote à Corto Maltese qui apparaît dans cette histoire, puis basta, une connaissance, surtout qu'il y a plein de connaissances à lui qui apparaissent, mais voilà, c'est une histoire, comme tant d'autres, où t'as pas besoin de forcément connaître tout le background du personnage, ça s'apprécie. Alors moi je connais Corto Maltese parce que si vous vous souvenez, l'hiver dernier à Noël, je m'étais acheté l'intégrale, le coffret intégral, et en fait je suis toujours bloqué au 3e tome, donc je me suis arrêté au Celtic, donc c'est le 5e ou 6e album de Corto Maltese, et j'ai du mal à avancer, pas parce que c'est nul, mais c'est juste que j'ai plein de lectures à côté, et que je me dis bon, je lirai ça plus tard, je lirai ça plus tard, je lirai ça plus tard, et comme Corto Maltese, c'est comme de Hugo Pratt, c'est comme, je trouve, il y a un rythme qui est posé, ça prend son temps, etc. C'est vraiment la narration en papa. Je me dis, il faut vraiment que je prenne je veux être posé pour le lire, pas lire ça en mode rush, je lis et je passe au suivant. Non, je veux avoir le temps et donc forcément, je retarde à chaque fois ma lecture. Et je suis un peu dégoûté de me dire qu'au bout de 6-7 mois que j'ai le coffret, j'ai lu que
même pas 3 tomes, comme ça me fait chier un petit peu. Donc voilà, revenons à Océan Noir. Donc on suit Corto Maltese qui est sur la mer du Pacifique pour moi, qui avec des pirates accoste un bateau, il sauve un japonais et après il y a toute une histoire par rapport à la mythologie japonaise, la mythologie inca, les conquistadors, etc. Une organisation qui s'appelle Océan Noir, ça part un petit peu en couille, on visite un petit peu, on va dire toute la partie pacifique des États-Unis, on voyage pas mal, on voit le Japon, on voit l'Amérique du Sud et d'autres contrées, j'en dirai pas plus. Et alors, peut-être que c'est moi qui fabule, etc. J'ai l'impression que Bastien Vives, en tout cas, et peut-être qu'il était avec... non, il est pas avec... Ah si, il était avec lui aussi. J'ai l'impression que les deux auteurs, ils veulent exorciser un mal-être au niveau du terrorisme. Parce que dans ce tome-là, on nous parle du 11 septembre. Il y a un passage où on parle du 11 septembre, mais c'est vraiment minime, hein, c'est quelques pages. Et dans le précédent album, précédent roman graphique de Bastien Vives et de Martin Keinehen, donc le même duo, 14 juillet, ben, on nous parle aussi un peu de terrorisme. Et c'était des thèmes qui n'étaient pas forcément présents dans les précédents albums de Bastien Vives, et je me demande s'il n'a pas subi un traumatisme, perdu quelqu'un peut-être, hein, durant les attentats depuis ces dernières années, et qu'il essaie de, voilà, essayer de, je sais pas, d'exorciser cette tristesse, ce malheur. Peut-être, c'est une interprétation de ma part, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'était pas présent, même dans Last Man, où il y avait quand même beaucoup d'action, je crois que il y avait des groupes, on va dire, terroristes, mais on ne montrait pas cette facette, ce côté vraiment douloureux, ce côté triste, le côté obscur, on va dire, voilà, etc. Vraiment, les gens qui restent et qui souffrent de ça. Alors peut-être que j'ai une très mauvaise mémoire, mais voilà, je me suis un peu éparpillé, voilà. En tout cas, Corto Maltese, j'ai beaucoup aimé cet album. Je vais peut-être me faire les 2-3 BD qui ont été faits autour de Corto Maltese par d'autres auteurs, parce que je suis assez curieux, mais à la base je voulais les faire quand j'aurais fini de lire mes 7 tomes de Corto Maltese, mais c'est toujours pas fait, donc ça prend un peu de temps. Voilà, en tout cas, je vous conseille, si vous êtes fan de Bastien Vives, je pense que vous l'avez pris, vous allez kiffer. Si vous êtes fan de Corto Maltese et que vous êtes curieux, moi j'ai bien aimé. Alors je suis pas un fan hardcore, j'ai pas tout lu, mais j'ai bien aimé, j'ai retrouvé vraiment ce que j'ai apprécié dans mes peu de lectures. Et voilà, en tout cas, allez-y, si vous êtes curieux, allez-y. De toute façon, c'est du Bastien Vives, il dessine super bien. Moi j'aime bien son style, j'aime bien son découpage, sa narration. Donc voilà, si vous êtes curieux, allez-y. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, pouce bleu, commentaire, partage, vous connaissez la rengaine, voilà. Moi maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!